10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Bon, c'est pas un petit sujet. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une trop bonne semaine et bien sûr trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, le mercato idéal d'Arsenal. On a fait le Barça l'autre jour et en parlant de Wirtz et de Cherki, ça a été l'occasion de se pencher un petit peu sur la planification sportive de Liverpool, de Manchester City, mais il n'y a peut-être aucun club dont l'été est aussi critique qu'Arsenal. Arsenal est véritablement un carrefour de son histoire moderne, un tournant. Ça fait 5 saisons déjà, depuis 2019, 5 saisons et demie que Mikel Arteta est là, à la tête des Gunners. Ça fait 289 matchs, quasiment 2 points par match. Le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis qu'Arteta est là, la trajectoire d'Arsenal a été redéfinie. Entre 2016 et 2022, il termine quand même 5e, 6e, 5e, 8e, 8e, 5e de Première Ligue, avec quelques saisons Arteta du début aussi. Sur les 3 dernières, ça fait 3 ans qu'Arsenal est la 2e meilleure équipe d'Angleterre. Pas de titre, ok, c'est frustrant, mais quand même, c'est un véritable accomplissement. Dauphin depuis 3 saisons. En Ligue des Champions, Arsenal sort d'une saison demi-finaliste, top 4, en ayant battu notamment 2 fois aller-retour le Real Madrid, 5-1 sur l'ensemble des 2 rencontres. Pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui sont dans ce milieu depuis un moment, c'est plus tout à fait le même Arsenal. Il y a des choses qui ont changé. Mais, du coup, de cette progression naît aussi une forme de pression. C'est vrai aussi que depuis qu'Arteta est là, il n'y a que 3 trophées, et ces 3 trophées mineurs, 2 Community Shield en 2021, en 2024, une FA Cup en 2020. C'est peut-être pas assez. Maintenant qu'Arsenal est redevenu un gros, il faut gagner des grands titres. Et pour ça, il faut faire un gros mercato. C'est la 11e fenêtre de transfert depuis que Mikel Arteta est là. Je crois qu'il n'aura jamais eu autant de pression, mais aussi de moyens. Et Josh Kroenke, le propriétaire du club, il en a parlé. En tant que club, nous voulons remporter des trophées majeurs. Et sur ce plan, on sait que la saison dernière, on a échoué. Nous allons investir pour gagner et faire mieux la saison prochaine. C'est une déclaration du 19 mai, il y a quelques semaines. Il va y avoir un gros mercato à Arsenal. Et un nouveau directeur sportif, Andrea Berta, est arrivé bien sûr fin mars. Ma sensation, c'est qu'Arsenal est en train de passer en mode win now. La progression, elle a été bâtie. Il y a une structure solide, stable. Il y a des choses intéressantes. Maintenant, il n'y a pas vraiment de manière de passer le next step. Il n'y a plus vraiment de marge de progression sans que ça passe par des trophées. Quand tu es top 4 de Champions, que ça fait 3 saisons d'affilée que tu finis dauphin de Première Ligue, la marche au-dessus, c'est gagner un trophée majeur. Alors, on va parler mercato, on va parler acquisition. J'ai, vous voyez, 6 petites étoiles. Ça veut dire 6 recrues pour moi. 6 cibles que j'ai identifiées. Et les chantiers, grosso modo, j'en vois 2 principalement. Le premier, alimenter le canon. La puissance de feu d'Arsenal doit augmenter. Ça, c'est clair et net. Ça fait 2 saisons qu'Arsenal est, et d'assez loin d'ailleurs, la meilleure défense de Première Ligue. 34 buts encaissés, c'était 29 la saison précédente. Mais 34 cette saison, c'est 7 de moins que Liverpool, le champion, qui est à 41. Leur problème, bien sûr, c'est l'attaque. 69 buts marqués, c'est peu. 73 XG créés, c'est 20 de moins que Liverpool. Arsenal doit marquer plus de buts pour éviter de faire autant de matchs nuls. 14 matchs nuls en 38 journées de Première Ligue saison précédente. Il y a qu'Everton qui en a eu plus. Et c'est le même nombre que Crystal Palace, par exemple, qui a fini 12e. Arsenal a besoin de grands renforts offensifs. Et pour moi, le premier, c'est un gros numéro 9. Clairement, il faut un gars en pointe ici. Kai Havertz, sa saison, c'est une saison avec une blessure, ok, mais c'est seulement 9 petits buts en Première Ligue en 2000 minutes la saison passée, 13 la saison dernière, ce qui est correct. C'est pas non plus attaquant centre, avant-centre, classe élite mondiale. Gabriel Jesus, je crois qu'il est un peu fini. Malheureusement, encore une grosse blessure, les ligaments croisés. Et depuis son arrivée à Arsenal, c'était tellement bien, début de saison 22-23, c'était tellement kiffant ce moment-là. Mais depuis,
il a raté en 22-23 17 matchs, l'année d'après 16 matchs, l'année dernière, saison 24-25, 29 matchs. Là, il s'est fait les ligaments croisés, je crois qu'il est out jusqu'en 2026, fin novembre, peut-être même janvier 2026. Donc ouais, Havertz, pour moi, plutôt un remplaçant, ou alors un petit peu plus bas, ou alors dans un système à 2. Mais il faut prendre quelqu'un en pointe, et Gabriel Jesus, ça peut pas être ce gars-là. Leandro Trossard, c'est un offensif flexible, polyvalent, utile. Je pense que je le garde dans mon effectif de la saison prochaine, mais c'est pas un 9 titulaire. Et c'est Mikel Merino non plus, même s'il a bien dépanné. Mikel Merino, bien sûr, ne sera pas le 9 titulaire d'Arsenal la saison prochaine. Donc, c'est le moment, oui, c'est le moment. Tout le monde est d'accord, Arsenal doit acheter un 9. Pas que. Pour moi, il faut aussi, pour alimenter ce canon, un ailier gauche titulaire. Parce que Martinelli, qui a 24 ans aujourd'hui, qui est à Arsenal depuis 2019, pour moi, sa bonne saison 2022-2023, où il avait marqué 15 buts dans les 6 passes décisives en 2800 minutes de Première Ligue, elle semble être plus l'exception que la règle. 8 buts, toutes compétitions confondues, Première Ligue et Champions, en 41 matchs en 2023-2024, 10 la saison dernière. C'est pas un très bon dribbleur. The Athletic a compilé créé ce graphique avec certains des ailiers des 5 championnats majeurs. On voit Gabriel Martinelli est à peu près à la moyenne en dribble tenté par 90 minutes. Par exemple, un peu comme un Gordon, un peu moins que Saka, un peu moins que Rodrigo, un peu plus que Trossard. Par contre, en pourcentage de dribble réussi, il est à peine à 30%. C'est un des volumes, c'est un des totaux les plus faibles des 5 championnats majeurs. Si on compare par exemple Lamine Yamal en volume et en pourcentage réussi, Jérémy Doku, bon, on voit c'est des monstres absolus. Mais Martinelli, voilà, pas un très très bon dribbleur. Ça se voit en dribble réussi, il est un peu en dessous. 46e centile seulement. Pas un passeur progressif, 5e centile en passe progressive, 18e centile en action menant un tir, 32e centile en passe décisive. Pas un très gros volume offensif. Les meilleures actions de Gabriel Martinelli, pour moi, c'est un petit peu comme celle contre le Paris Saint-Germain au match aller. Lancer dans le demi-espace comme ça, dans le dos de Marquinhos par Maïl Lewis Kelly, c'est ses appels profonds, ses appels tranchants dans cette zone intermédiaire. Voilà, il est pas mal. Mais derrière, il n'avait pas remporté son face-à-face avec Donnarumma. C'est un petit peu la limite de Gabriel Martinelli. Pas un très bon finisseur, pas un très bon dribbleur, pas vraiment un passeur progressif. Les appels, c'est ok. Mais je pense que l'ailier gauche de cet Arsenal qui veut gagner la Première Ligue et qui veut gagner la Champions, il doit être meilleur que Gabriel Martinelli. Donc ça aussi, pour moi, c'est un gros chantier offensif. Le deuxième, agrandir l'armée. Il faut certes alimenter le canon, mais il faut aussi plus de joueurs tout court. Arsenal, son effectif a été décimé par les blessures cette saison, mais Mikel Arteta l'a dit, on savait depuis le début qu'on avait un super short squad, un effectif trop court. Il veut désormais 23 à 24 joueurs de champ. Pour jouer 4 compétitions, on peut dire c'est pas du luxe. Pour le niveau d'intensité Premier League et Champions cumulés aussi, c'est pas du luxe. Arsenal, la saison dernière, 36 blessures en Premier League, c'est le 4e total le plus élevé. Seuls Brighton, Tottenham et Ipswich en ont eu plus. Ça a donné 1297 jours d'absence pour les joueurs de l'effectif. Contre Paris, au match retour, demi-finale retour de Champions, un match qu'Arsenal doit remporter pour passer, doit remonter aussi en étant mené au score. Ils ont Mikel Merino en pointe, ils ont Kivior à la place de Gabriel, et qui est-ce qu'ils peuvent faire entrer en cours de jeu pour espérer inverser la tendance? Ils font que 3 changements, dont 2 défenseurs, Ben White et Calafiori, et que Trossard qui entre. C'est pas assez d'impact, et il n'y a juste pas assez de profondeur pour rivaliser sur tous les tableaux et pour gagner les compétitions les plus difficiles à remporter du foot de club. Je dirais que devant, au milieu, derrière, il y a un effectif trop court à Arsenal qui a besoin d'être allongé. C'est pour ça qu'on a fait aussi 6 acquisitions que je vais vous présenter. La première, c'est le 6 titulaire, et celle-là, elle est déjà bouclée à 99%. C'est l'arrivée de Zubimendi. Donc, ça a été confirmé depuis un moment. Fabrizio Romano a donné le Here We Go il y a longtemps. Accord complet, la clause de 60 millions
va être déclenché. Apparemment, la Real Sociedad, pour des raisons comptables, préfère que ce soit fait à partir de juillet, que ça compte sur comptablement l'exercice 2025-2026. Donc c'est pour ça que ça n'a pas encore été fait. Mais normalement, Zubimendi, ça va être fait. Et je pense que c'est une très très bonne nouvelle. Déjà, le départ de Jorginho a été officialisé. Il quitte le club. Thomas Partey en fin de contrat 2025. Dans 15 jours, c'est la fin de son contrat Arsenal. Il devient agent libre. On va discuter de la situation de Thomas Partey. Mais dans tous les cas, il fallait un 6 titulaire de très très haut niveau. J'ai vu une stat passer qu'Arsenal était la dernière équipe de Première Ligue en passe progressive qui passe à travers l'axe du terrain. Peut-être parce qu'il manque un 9 de profondeur qui fait les appels directs dans le dos de la défense, qui peut aussi du coup étirer un peu le bloc par sa présence, étirer un peu le bloc adverse sur sa longueur et du coup créer plus de poches entre les lignes. Peut-être que ça pourrait solutionner la chose. Mais peut-être aussi simplement qu'il manque d'un meneur de jeu reculé comme Martin Zubimendi, qui est capable de réaliser ces passes-là, ces passes masquées en tant que 6 meneur de jeu reculé. Il va apporter des choses très très importantes à Arsenal. Depuis le départ de Xhaka, en plus, il manque vraiment un métronome à Arsenal. Et les chiffres défensifs de Martin Zubimendi, ils sont élites aussi. 77e centile en interception, 71 en bloc, 92 en dégagement, 85 en duel aérien remporté. Comme beaucoup de Basques, il fait plus que sa taille dans les duels aériens. Et après Mikel Merino, donc, Mikel Arteta prend un autre joueur basque pour son milieu de terrain. Ils vont d'ailleurs pouvoir reformer le milieu qu'on a vu une fois en 2019-2020, à la fin de saison Covid de la Real Sociedad. Zubimendi, Merino, Martin Odegaard. En tout cas, je pense que l'acquisition de Zubimendi, très 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 bonne pioche. Pour 60 millions, c'est pas mal. Et potentiellement, tu as ton 6 pour les 5 prochaines années. Excellente pioche des Gunners. Le deuxième chantier, un gardien remplaçant. Et ça aussi, apparemment, c'est très très proche d'être fait. Kepa, pour 5, 6, 7 millions, un truc comme ça, qui sort d'une saison très correcte à Bournemouth. On en avait parlé un petit peu quand on a fait la vidéo sur Bournemouth il y a quelques mois. Il a surperformé ses post-shot expected goals. Ça en fait le 8e meilleur gardien de Première Ligue sur sa ligne la saison dernière. Il a une expérience avec le rôle de numéro 2 sous Edouard Mendy à Chelsea, aussi au Real Madrid quand c'était Lunin qui avait pris sa place. À 30 ans, expérience PL pour un peu plus de 5 millions d'euros, je pense. Ok, on va pas en parler 1000 ans, c'est un gardien remplaçant, mais c'est une bonne acquisition à mettre derrière David Raya. Ok. Maintenant, on arrive au gros dossier de la vidéo, le gros sujet. Mon casse-tête depuis 2 jours, le 9. Je pense que recruter un 9 titulaire, il n'y a rien de plus difficile dans le monde du foot. C'est le pire truc. Déjà parce que le marché, il est minuscule. Pour un club comme Arsenal, tu fais top 4 de Champions, top 2 de Première Ligue depuis 3 ans. Il y a peu de choix. Le marché, on va le regarder, c'est, je pense, une dizaine de joueurs. Ensuite, ça coûte méga cher. En indemnité et en salaire. Parce que les avant-centres prennent toujours les plus gros salaires du club. Les joueurs offensifs stars. C'est tout en haut de la pyramide salariale. T'as pas intérêt de te tromper. Et enfin, on est sur un indicateur de performance avec les numéros 9, les buts, qui sont rares. C'est pas comme les passes progressives, c'est pas comme tacle et interception, c'est pas comme dribble réussi. Il y a peu d'occurrences, donc c'est dur de juger. Et en plus, les buts, je trouve que c'est très difficile à transposer d'un championnat à l'autre. Combien valent 39 buts au Portugal, 20 en Allemagne, en Première Ligue, ça rapporte combien? Très difficile de dire. Et la réalité, c'est que sur les gros transferts de numéro 9, récemment, il n'y en a pas beaucoup qui ont marché. Peut-être on peut parler d'Erling Haaland, Julian Alvarez, Alexander Isak. Mais il y a aussi Darwin Núñez, Rasmus Højlund, Kolo Muani à Paris, Luka Jovic, Richarlison, Vitinha à l'OM qui avait quand même claqué 30 millions pour lui. Cirkzee, même si c'est pas fini. Gonzalo Ramos, même si c'est pas fini. J'y crois quand même encore un peu. Mais les numéros 9, ça coûte cher. Il y a beaucoup de flops. C'est le cauchemar du directeur sportif, je pense. Donc, comment on fait ? Déjà, je pense que la question, c'est quel joueur fait vraiment passer un niveau à Arsenal et est disponible ?
Et là, déjà, la shortlist, elle est décimée. Parce que Haaland, Mbappé, Isaac, Alvarez, Kane, Lewandowski, sur la disponibilité, bien sûr, c'est mort. Lautaro Martinez, il y a peut-être une petite question. Il y a 2-3 ans, j'en parlais avec Stan, on a fait cette vidéo, je lui disais, mec, Lautaro Martinez, c'est le moment, il faut y aller. Lautaro Arsenal, vous avez besoin d'un neuf, c'est lui. Maintenant, c'est le capitaine de l'Inter. Si l'Inter vend Lautaro Martinez, autant redémarrer tout le projet à zéro. Je vois un gars qui est sous contrat jusqu'en 2029, qui a le deuxième salaire le plus élevé de toute la Serie A. D'ailleurs, le premier, voilà, Vlahovic. Mais il n'est pas facile à déloger. L'Inter va pas facilement le vendre. Je pense que c'est mort. Donc, on revient sur le numéro 9. En dessous des très gros qui sont morts, il y a quelques noms corrects, mais qui ne te font pas forcément franchir un cap. Et du coup, pour moi, grosso modo, il reste 5 gars. C'est Hugo Ekitike, Victor Gyökeres, Marcus Thuram, Benjamin Šeško et Victor Osimhen. Ekitike, je l'élimine. Saison intéressante, mais c'est pas un tueur. C'est le seul des 5 à avoir sous-performé ses XG et d'assez loin, moins 6,6 la saison dernière. Francfort, on peut se méfier un peu parfois de leur vente. T'as pas envie de refaire une Jovic ou une Kolo Muani? À Paris, ça avait pas marché. Donc, dans un autre club de Tier 1, on va dire, ça avait pas marché. Ça aussi, peut-être petite méfiance. J'irai pas sur Hugo Ekitike, surtout qu'il va être très très cher. Et c'est peut-être pas le 9 tueur qu'Arsenal cherche. Victor Osimhen, en vrai, pourquoi pas? Techniquement, je pense que ça colle bien. C'est plutôt que toute cette histoire pour moi de quitter Naples pour Galatasaray, en embrouille avec Naples, les liens avec la Saoudi. C'est pas très rassurant. Je pense qu'il peut coûter assez cher. Et en plus, tu le perds pour la Coupe d'Afrique des Nations en décembre-janvier de cette saison. Une période qui est critique pour le titre en Première Ligue, qui est encore plus importante maintenant en Champions avec la phase de Ligue, la conclusion de la phase de Ligue, avec les huitièmes qui arrivent très très vite en février. Je comprends que ce soit un gros frein. Ensuite, il y a Marcus Thuram. Ça, moi j'adore le joueur. Encore moins avec la campagne de Champions, le gros match contre le Barça par exemple, mais disons jusqu'à pas si longtemps, sous-côté. On aura 28 ans en août. Mais son mix de combativité et de qualité technique, c'est un profil très très rare. Une combinaison quasiment inexistante dans le foot mondial. Maintenant, je comprends aussi la réticence. Comme on a dit, bientôt 28 ans, fonctionne très bien dans une attaque à 2 avec Lautaro Martinez. Est-ce que c'est reproductible? Fonctionne très bien sur cette araignée bionique qui se projetait avec énormément de verticalité, qui cherchait à sauter le milieu et aller très très vite vers l'avant. Donc jeu en déviation, très cool dans ce registre. Face à des blocs bas, la configuration qu'Arsenal rencontre beaucoup avec son style de possession beaucoup plus patient, le fait de mettre en place le rouleau compresseur, etc. Est-ce qu'il est la cible? Est-ce qu'il fonctionne tactiquement? Peut-être que raccourcir un petit peu les phases de possession d'Arsenal ne serait pas la pire idée du monde quand on voit ce que Flick a fait à Barcelone, quand on voit le Paris Saint-Germain de Luis Enrique qui a les phases de possession mais qui est aussi capable d'être extrêmement vertical, très tranchant et génère au moins la moitié de ses occasions comme ça. Peut-être que ce ne serait pas la pire idée du monde, mais peut-être que Arteta n'a pas forcément prévu de changer, peut-être qu'avec Marcus Thuram, il y a cette question tactique, et de toute manière, j'ai l'impression que lui aussi ne va pas quitter l'Inter. On parlait il y a quelques temps d'une prolongation qui serait mise sur la table cet été. J'ai l'impression que c'est pas vraiment un sujet. Marcus Thuram, même si moi, ça m'intéresse bien. Donc, il reste 2 gars. Il reste Gyökeres et il reste Šeško. Et ça, c'est le gros débat. Perso, comme j'ai dit, c'est ma réflexion des 2-3 derniers jours. Ça m'a bien cassé la tête. Et perso, je pense que je suis plutôt Benjamin Šeško. Alors, bien sûr, avec Victor Gyökeres, les chiffres, ils sont absolument dingues. 39 buts en championnat cette saison. C'est le triple de Šeško, qui en a 13 en Bundesliga. 39 pour Gyökeres, 600 Champions. Avec les autres compétitions, c'est 54 buts, toutes compétitions confondues.
Maintenant, on va dire aussi, c'est pas si facile d'établir ce qu'il signifie. Ça vaut quoi 54 buts de Gyökeres en Première Ligue? Moi, j'ai cette petite compilation que je vais vous passer. C'est pas évident de se dire contre des défenseurs Première Ligue, qu'est-ce que ça donnerait? Tu regardes ces compiles de buts, il y a des beaux mouvements, il y a des frappes dévastatrices, mais il y a aussi défensivement des moments où, et les gardiens aussi d'ailleurs, genre ça, en Première Ligue, je pense pas que ça fait but. Ça non plus. Donc, combien de ces actions-là iront parfaitement au bout? Pas les 39, c'est sûr. Combien? C'est dur à dire. C'est un peu la question à 100 millions. Il vaudra pas 100 millions, mais il vaudra plus que les 65 qui étaient prévus au début. Il y a une grosse tension avec le président actuel du Sporting. Peut-être aussi pour ça que ce dossier met du temps à avancer, qu'il n'y a pas tant de clubs intéressés que ça. Ça va valoir cher, Gyökeres. Et pour ce prix-là, je pense que tu n'as pas la certitude que ces chiffres... Avec Gyökeres, il y a un peu la question, est-ce que c'est vraiment certain? Est-ce qu'il va vraiment y avoir une traduction en PL? Il a montré sa qualité au Portugal, il a montré sa qualité en Championship, en Champions un peu aussi, mais même son triplé contre Manchester City, il y a 2 pénaltys. Et ce but-là, la menace qu'il avait incarnée dans la profondeur, c'était face à Jamaï Simpson-Pusey, le petit gars de l'académie qu'on a très peu revu derrière, je crois un match en Carabao, peut-être des titularisations en Cup, mais voilà, qui est encore très très jeune et qui était jeté dans le grand bain dans ce match en Champions. C'est pas face à Ruben Dias, quoi. En parlant des pénaltys, il y en a bien sûr beaucoup dans le total de Gyökeres cette saison, 19 quand même, sur 54 buts. Les 19 ont été convertis pour le coup, 19 tentés, 19 convertis, c'est un très très bon tireur de pénalty. Mais il est très très soluble en attaque rapide dans les grands espaces. Est-ce que c'est une configuration qui se reproduit tant que ça avec Arsenal? Il n'est pas incroyable à la réception de centre, et Arsenal centre beaucoup. Dans le domaine aérien, Gyökeres a encore une grosse marge de progression. Est-ce qu'il peut véritablement la réaliser à 27 ans? Je pense que c'est un très bon attaquant, mais c'est juste que le débat Gyökeres-Šeško, pour moi, c'est pas le débat qu'on veut mettre en place de la certitude versus le potentiel. Avec Gyökeres, il n'y a pas beaucoup de certitude. On n'a pas la certitude que ce soit un attaquant à 20-25 buts en Première Ligue la saison prochaine. Avec Šeško non plus. C'est clair. Šeško, il a 22 ans dans 2 semaines. Et c'est pas l'article Chigny. Il tire pas assez, notamment. Il n'y a que 2 tirs et demi par 90 minutes. Gyökeres, c'est 4. Osimhen, c'est 5. Mais il y a des choses qui montrent. Il a de la qualité technique. Il fait 1m95 et pourtant il est très rapide. C'est exactement le modèle Erling Haaland là-dessus. Mais il a plus de qualité technique qu'Erling Haaland. Plus de jeux combinatoires, genre le double de passes tentées par match, des petits dribbles. Il y a une frappe qui doit s'améliorer, je pense, dans le dernier geste surface de réparation. Mais avec un petit peu d'espace, il y a des moments où tu vois qu'il a un marteau à la place du pied. Genre celle-là, spectaculaire. La qualité de sa première touche aussi pour le grand gabarit qu'il est. En fait, le potentiel, pour le coup, Gyökeres, c'est pas la certitude, mais Šeško, c'est vraiment le potentiel, et le potentiel, je trouve fou. Moi, je parle de Šeško depuis un moment. On a fait cet épisode de Retour Slovénie. Ça devait être mon joueur à suivre de l'Euro. Bon, il n'y avait pas eu assez de volume pour lui. Mais le jeu aérien, par exemple, rien à voir. Son 1m95, il l'utilise très très bien. Il est une menace à la réception de centre. Il y a pas mal de moments comme ça où on dirait un rebondeur NBA. J'ai vu 2 buts cette saison-là, Openda. Tir dévié par Oblak, et il remporte son duel face à le Normand pour la remettre dans le but vide. Il lui met une tête. Pareil en Bundesliga face à Trapp. Il saute plus haut que le gardien avec son poing déplié et la met. C'est pas un joueur fini, mais The Athletic a fait un article où il comparait Gyökeres et Šeško en demandant notamment à d'autres directeurs sportifs, d'autres entraîneurs lesquels il préférait. Il y en a un qui dit: normalement, préfère travailler avec des jeunes joueurs pour les développer, donc j'irai pour Šeško, avec des jeunes joueurs,
On peut modeler leur attitude, créer les values et les valeurs qu'on veut voir, les aider à franchir le prochain palier, comme le Barça avec des jeunes joueurs, comme le Paris Saint-Germain avec des jeunes joueurs. Et ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que bien entouré, bien coaché, tu peux lui faire passer la vitesse supérieure. Et Šeško à la vitesse supérieure, je pense que c'est un des meilleurs neufs de la planète dans 2-3 ans. Ça, c'est très, très, très possible. Maintenant, je suis d'accord. Il y a ce truc qu'Arsenal doit gagner maintenant. C'est juste que pour moi, Gyökeres l'incarne pas forcément, ce truc de gagner maintenant. C'est pas sûr, c'est pas une certitude. S'il y avait une certitude, s'il y avait par exemple le Robert Lewandowski de 33 ans que le Barça prenait été 2022, je pense que j'irais là-dessus. Mais cette option de marché, elle n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a pas de joueurs comme ça sur le marché. En l'absence de joueurs comme ça sur le marché, ouais, je vais sur Šeško. Plus que Gyökeres. Et j'essaye de trouver ma certitude offensive ailleurs. Et je la trouve à gauche. Le remplaçant de Gabriel Martinelli, oui, ça doit être Rodrigo. Et Xabi Alonso peut dire ce qu'il veut. La réalité, c'est que le Real a 3 ailiers gauche droitiers. 4 offensifs droitiers. On l'a vu tout au long de la saison dernière. C'est difficile pour Rodrigo de se trouver une place. Et je pense, on verra un petit peu aujourd'hui. On verra sur les premiers matchs de la saison. On verra si ce dossier se confirme. Mais je pense que ça va être difficile pour Rodrigo de se trouver une place. Alors qu'à 24 ans, il est pour moi un des meilleurs ailiers de la planète. Il est extra complet. Il fait les efforts. Il est un joueur offensif splendide, rêvé, qui a déjà 2 Champions, donc qui a déjà ses titres en club majeur. Ce qu'il lui faut maintenant, c'est son club. Et à Arsenal, il peut véritablement être le franchise player. Il peut être le salaire le plus élevé du club. Pour moi, tu le recrutes, tu le mets salaire le plus élevé du club, il gagnerait peut-être 50% de plus que ce qu'il gagne actuellement au Real Madrid, où il est seulement le 9e salaire du club. Arsenal, s'il remporte la Première Ligue, la première Ligue du club en 21 ans, il peut être élu joueur de la saison, il peut être élu meilleur joueur d'Angleterre. Si Arsenal gagne la Champions, Rodrigo, il peut être Ballon d'Or. C'est un niveau de lumière qui est impossible actuellement au Real Madrid pour lui. À Arsenal, il retrouvera les 3 Brésiliens, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli et Gabriel Jesus. Il aura un club entier qu'il a voulu. Si je suis Arsenal, je fais absolument tout pour l'avoir. Et si c'est 100 millions, c'est 100 millions. Si c'est 120 millions, c'est 120 millions. Et si c'est le salaire le plus élevé du club, c'est le salaire le plus élevé du club. Je pense que tu mets tous les moyens en place possibles pour faire Rodrigo. Parce que le jump qualitatif de Martinelli à Rodrigo, c'est un écart qui te fait gagner un titre. C'est peut-être l'écart qui te fait gagner la Première Ligue. Je pense que le 3-2-5 en possession, là, avec, mettons de côté les remplaçants pour l'instant, ce 3-2-5, Rodrigo, Šeško, Saka, avec dans les demi-espaces, Rice, Odegaard, en dessous, Luis Kelly, Zubimendi, en rest defense, avec Gabriel, Saliba, Timber, Raya dans les buts. Ce 11-là, il est effrayant. On va parler du reste de l'effectif. Parce qu'en sortie de banc, effectivement, t'as Kai Havertz, t'as Trossard, Merino, Martinelli, Ethan Nwaneri, Calafiori derrière, Ben White, Kivior, et quelques autres acquisitions dont on va discuter. Mais cette base-là de genre 18 joueurs, et ce 11 titulaire, si Arsenal a ça la saison prochaine, je pense que j'en fais mon favori pour remporter la Première Ligue. Même le Liverpool, champion en titre de Florian Wirtz, même ce Manchester City revanchard, qui a dépensé énormément, c'est serré, mais avec Rodrigo, je pense que tu franchis le cap qu'il faut. Et je pense que cette équipe, elle est effrayante.
Alors, si Rodrigo est pas possible, pourquoi pas Kenan Yildiz? J'ai vu quelques rumeurs, j'ai vu que le nouveau scout d'Arsenal, Matteo Tognotti, qui normalement devrait rallier le groupe d'Andrea Berta, c'est le même gars qui a débauché Kenan Yildiz du Bayern U19 à la Juve Next Gen. C'est un ancien scout de la Juve où il a passé 6 ou 7 ans, Tognotti. Peut-être y aurait moyen de faire Yildiz. Mais avec Šeško, Yildiz, pour moi, c'est deux gros potentiels à développer. J'aime bien le fait de combiner un énorme potentiel Šeško avec une certitude Rodrigo. Vraiment, cette équipe, je la trouve hardcore. Donc ça, ce serait l'ailier gauche. J'ai deux autres prises qu'Arsenal doit faire, je pense. D'abord, le Saliba backup. C'est pas facile parce que si tu veux un défenseur central de qualité titulaire pour pallier à la blessure de Saliba, on sait que ça a été un problème au cours des dernières saisons. Quand Saliba s'est blessé, qu'Arsenal perd la possibilité de remporter le titre. Et tu as envie d'avoir un backup à droite, comme tu as Calafiori ou Kivior à gauche. Pour Saliba, c'est pas facile parce que qui accepte d'être un joueur qui est un joueur de niveau qualité titulaire d'Arsenal, mais qui accepte de potentiellement, sous un Saliba qui serait fit toute la saison, de jouer peut-être moins de 1000 minutes, toutes compétitions confondues. C'est pas évident. Saliba Gabriel, c'est peut-être la meilleure paire de défenseurs centraux du monde. C'est pour ça que quand j'entends parler de Marc Guéhi, qui serait apparemment une cible parce qu'il est en fin de contrat 2026, il y a peut-être une opportunité à faire pour Arsenal ici. Mais avec la Coupe du Monde qui arrive aussi, je ne sais pas s'il est prêt à prendre ce risque de passer derrière Saliba et de très très peu jouer cette saison et de peut-être perdre sa place sous Tuchel. Après, ouais, 25 ans, il entre dans son prime pour un central. Il y a peut-être une opportunité. Si c'est possible, ouais, je trouve c'est bien. Sinon, je pense que j'irai sur Joël Ordóñez de Bruges. On a parlé un petit peu cette saison quand on analysait Bruges en Champions. Il faisait partie des petits gars qui m'avaient tapé dans l'œil. Sa qualité sous pression, 91e centile en passe progressive par rapport aux autres défenseurs centraux du Next 14. Je pense que c'est très très Arsenal compatible. Et à 21 ans, il est un project player. Il a un gros potentiel, 1m88, de la taille sur coup de pied arrêté aussi, comme qu'Arsenal affectionne. Et il serait un bon backup, je pense, à Saliba, tout en acceptant, quand tu passes de Bruges à Arsenal, en acceptant d'être son remplaçant. Sous Saliba, tu progresses. Sous Arteta, défensivement, tu progresses. Je pense que c'est peut-être plus sur un potentiel comme ça qu'un joueur déjà établi Première Ligue que tu peux trouver ta solution pour le backup de Saliba. Il peut aussi jouer dans une défense à 3, on l'a vu un petit peu avec l'Équateur aussi. Il peut jouer aussi latéral droit, ça arrive aussi avec l'Équateur. Il y a une sacrée défense jeune, avec Pacho, avec Hincapié. Je pense que Ordóñez, vraiment pas mal. Et ce serait mon backup de Saliba. Ensuite, le dernier joueur qu'il me faut, c'est un backup de Zubimendi. Parce qu'on a parlé du départ de Jorginho et Thomas Partey, donc il y a une vraie décision à prendre, fin de contrat dans 2 semaines. Moi, je trouve qu'à 32 ans, Thomas Partey, pas extraordinaire pour un gars qui est le 5e salaire le plus élevé d'Arsenal. 12 millions d'euros par an, je trouve que c'est beaucoup pour ce Thomas Partey. Alors peut-être s'il y avait une prolongation, une extension d'1 an ou 2, peut-être ce total baisserait. Mais je pense que je chercherais plus un jeune joueur donc peut-être pas Granit Xhaka, même si c'est un peu tentant. Je l'entends souhaiter un départ de Leverkusen. C'est un peu l'exode de Leverkusen en ce moment. Xabi Alonso, Wirtz, Frimpong, tout le monde part. Erik ten Hag est arrivé. On entend des rumeurs de Xhaka à Milan, peut-être avec Modric. Mais est-ce que tu as vraiment envie, quand tu es Granit Xhaka, de jouer sous Allegri? Est-ce qu'il y a possibilité de faire Xhaka, de le ramener? Le truc, c'est que j'imagine qu'il veut être titulaire. À bientôt 33 ans,
Revenir à Arsenal en tant que remplaçant, je pense que ce serait un petit peu difficile. Je pense qu'il veut être titulaire. Et Zubimendi pour 60 millions que tu fais, c'est ton titulaire. Je pense pas qu'il faut installer une concurrence ici. Pas au début en tout cas. Même niveau économique, t'as pas envie de faire perdre de la valeur à cette grosse acquisition que tu fais. Bref, Zubimendi, tu le prends pour être titulaire. Techniquement, ça fonctionne. Son niveau est très élevé. Donc, c'est plus un gars aussi, encore une fois, qui accepte d'être remplaçant. Moi, j'aime bien Maximo Perrone de Como. Il va revenir à Manchester City. City en veut 30 millions. Peut-être un peu cher pour un remplaçant. Et pareil, lui aussi a 22 ans. Il veut jouer, doit jouer. Donc, difficile. À la fin, je suis parti sur une option qui revenait régulièrement dans les rumeurs. C'est Lucien Agoumé. Apparemment, Arsenal est dessus depuis 5-6 mois. Séville a fait une saison très difficile, mais lui fait partie des rares dont la valeur marchande a progressé. Il avait été acheté 4 millions été dernier en provenance de l'Inter. À 23 ans, lui qui a été capitaine de la France U21 l'autre jour, 3e match de phase de groupe de l'Euro U21 qui est en train de se jouer. Il a fait une très bonne saison. Statistiquement, le rapport avancé, les passes progressives, c'est très bon. Dribble réussi aussi, il peut battre la première ligne de pression par sa mobilité. Tacle et interception, il est au top. Duel aérien remporté aussi. Donc fort dans les airs, 1m85, profil Arsenal, ça match bien. Je pense Lucien Agoumé qui accepterait pour moi d'être le backup de Zubimendi, pas trop de problème. Je pense que c'est une bonne prise. Et comme ça, tu peux enlever Partey et Jorginho. Et ouais, ça fait une sacrée équipe, je trouve. Ethan Nwaneri qui peut être le backup de Saka, le backup d'Odegaard, qui a un énorme talent. Ça, c'est une vraie bonne solution que tu as. Timber, Ben White à droite, Luis Kelly, Calafiori à gauche, Gabriel Saliba, la paire de centraux, Ordonez, Kivior en dessous, Calafiori aussi qui peut dépanner en tant que défenseur central gauche, enfin qui peut jouer les deux. Au milieu, Rice, Odegaard, Zubimendi, mais en backup, Merino, Nwaneri, Agoumé, Martinelli, Trossard, mais Rodrigo bien sûr est ton ailier gauche, Saka à droite, Šeško en pointe, Havertz, peuvent partager des minutes, peuvent parfois jouer à deux. Je pense que les deux ensemble, ça peut matcher super bien. T'as de la taille, t'as énormément de potentiel, t'as de la jeunesse désormais qui est infusée, mais de la qualité à mort. Qui est pas en backup de Raya, c'est très cool. Et on n'a pas parlé encore du petit Max Doman aussi, jeune prodige de l'académie, 15 ans, il aura 16 ans en décembre, 31 décembre. Alors lui, c'est censé être un méga crack. Un petit peu dans le modèle Saka, Nwaneri, milieu offensif gauche, mais un peu avant-centre, un petit peu dans ce triangle-là, quoi. Et c'est peut-être le problème d'Arsenal. On parlait d'un club l'autre jour qui n'avait pas assez de gauchers. Arsenal, j'ai l'impression, tout leur talent offensif, notamment du centre de formation, Saka, Nwaneri, Doman, tout le monde est gaucher. Mais ouais, lui, je sais pas s'il aura beaucoup de minutes dès la saison prochaine, mais en tout cas, c'est un gars à suivre. Un petit peu plus de profondeur peut-être permise, et peut-être lui te fait passer un énorme gap de qualité dans 2-3 saisons. Il y a un bel effectif à Arsenal. Et après, du coup, sur les sessions, Partey et Jorginho, comme on a dit. Zinchenko, si tu peux le vendre. On parle de l'AC Milan, très cool. Pour moi, Rhys Nelson, Sambi Lokonga, qui reviennent de près, doivent partir. Et après, Fabio Vieira, il y a peut-être une question, mais lui aussi, encore un milieu offensif central, gaucher, comme ça. Peut-être s'il y a possibilité d'en tirer une indemnité de transfert. J'ai vu que son prêt était prolongé là, à Porto pour la Coupe du Monde des clubs. Mais est-ce que c'est possible de s'en séparer? Peut-être que ça peut être une bonne chose. Gabriel Jesus va rester, parce que de toute manière, il est blessé peut-être jusqu'en 2026. Et Tomiyasu, j'en ai pas parlé, mais tellement blessé. Je crois que c'est sa 3e opération en 1 an et demi, là. C'est difficile. Il apporte beaucoup de polyvalence quand il est là, mais aussi pas mal d'erreurs. Je me souviens contre Manchester City, il avait coûté le match il y a 2 ans, je crois. Puis surtout, au bout d'un moment, quand il y a tellement d'enchaînements de blessures, j'ai du mal à me dire que tu peux vraiment partir à la saison en comptant sur eux. Mais en tout cas, eux vont rester. Il y a peut-être des petits gars du centre de formation, mais je dirais que ça, c'est pour Arsenal un très bel effectif. Il y a de quoi faire. Et maintenant, pour les Gunners, ouais, il faut aller gagner un titre. Et je comprends la frustration des supporters, parce que tu as été tellement proche, tellement de fois. Maintenant, je pense aussi qu'il faut être confiant. À une époque, Arsenal, on disait 4e, l'éternel 4e.
Ça faisait des listes de choses sur les réseaux sociaux. En premier, tu prends ça. Deuxième, tu prends ça. Troisième, tu prends ça. Quatrième, Arsenal. Tout le temps, le mime. Arsenal, quatrième. Aujourd'hui, cette époque est révolue. Arsenal, deuxième, c'est quand même autre chose. Et pour moi, les titres, les trophées, il y a qu'un seul champion de Première Ligue à la fin. Il n'y a qu'un seul vainqueur de la Champions à la fin. C'est important pour Arsenal d'être là jusqu'au bout. Comme dirait Guardiola, be there. Et maintenant, c'est ça qu'il faut aller chercher, bien sûr. Et aussi dans ce business pour ça. Maintenant, c'est pas parce que tu gagnes pas que tu as forcément raté ta saison. Ça va dépendre plus du contenu. Si à la fin de la fin, tu es là jusqu'à la fin, jusqu'au bout, et que tu t'es donné les moyens sur ce mercato de remporter véritablement, que tu n'as pas de regrets sur ton mercato estival, c'est déjà bien. Et oui. Les trophées, c'est le prochain objectif. Les trophées majeurs pour Arsenal, c'est le prochain objectif. Ça passe par un immense mercato 2025. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que, voilà, Zubimendi et Kepa, ça devrait se faire. Mais qu'est-ce que tu fais sur le front offensif ? Forcément, il va y avoir du mouvement. Et je pense qu'il faut 2 gars, pas qu'un seul. 2 gars. Et peut-être 2 gars sur lesquels tu mets au cumulé 150, 175, 200 millions d'euros. Il faut 2 grosses acquisitions pour qu'Arsenal, 2 fois de suite meilleure défense de Première Ligue, devienne aussi la meilleure attaque. Qu'est-ce que vous voyez Arsenal la saison prochaine ? Est-ce qu'ils vont le faire ? Est-ce qu'ils vont remonter au sommet 21 ans plus tard ? Dites-moi tout ça en commentaire. Et ouais, c'était un énorme sujet. Il y a tellement de boulot Arsenal. J'ai 2-3 idées pour la prochaine, la prochaine vidéo Mercato idéal. Mais vous, qui est-ce que vous aimeriez voir en priorité ? Donnez-moi vos avis en commentaire aussi. Et ouais, maintenant, on va parler un petit peu Coupe du Monde des clubs. Avec le match du Real Madrid notamment ce soir. Peut-être je vais regarder le City, si cher qui joue. On va parler aussi un petit peu de ça et continuer notre focus Mercato parce qu'il a réouvert lundi. Voilà. Prenez soin de vous les potes. On se dit à très vite. Bisous.